Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo concernant les liaisons chimiques, nous allons parler des liaisons polarisées existant dans une molécule, des moments dipolaires de ces dernières, et puis de leur incidence sur la polarité des molécules. Nous allons d'abord parler du moment dipolaire d'une liaison. Nous avons vu précédemment que lorsque la différence d'électronégativité entre deux atomes liés était supérieure à 0 ou inférieure à 1,7, nous avions une liaison covalente polarisée. Dans cette dernière, l'atome le plus électronégatif attire vers lui le nuage électronique de la liaison. C'est le cas de la molécule HCl. Le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il attire vers lui le nuage électronique de la liaison. Il aura donc un excès de charge négatif et portera la charge partielle moins delta, alors que l'hydrogène portera la charge partielle plus delta, en sachant que delta est compris entre 0 et la charge de l'électron, c'est-à-dire 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. L'existence d'un pôle plus et d'un pôle moins implique l'existence d'un dipôle. Donc, qui dit dipôle dit moment dipolaire. Donc, le moment dipolaire de la liaison est représenté par le symbole mu. Il est orienté du plus vers le moins. Le moment dipolaire d'une liaison provient donc de l'existence de deux charges partielles localisées sur les deux atomes. C'est une grandeur vectorielle dont la norme est égale au produit de la charge delta par la distance d qui sépare les deux atomes. Donc mu égale à delta fois d. Notons que nous pouvons également noter delta par q, et donc mu égale à q fois d. Notons que dans une molécule diatomique homonucléaire, donc qui possède les mêmes atomes, comme par exemple la molécule H2, les deux électrons qui forment la liaison sont également distribués entre les deux atomes, puisqu'il n'y a pas de différence d'électronégativité. Le moment dipolaire est donc nul. L'unité du moment dipolaire est le coulomb-mètre dans le système international. Nous utilisons également le Debye, qui est égal à 3,33 10 puissance au moins 30 coulomb-mètre. Passons maintenant à une application. Il s'agira de calculer la charge partielle portée par les atomes de chlore et d'hydrogène dans la molécule HCl, en sachant que le moment de la liaison HCl est égal à 1,11 Debye et que la distance entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore est égale à 1,275 angstrom. Nous savons que le moment dipolaire d'une liaison est égal à la charge partielle portée par les atomes liés que multiplie la distance interatomique. Donc, la charge partielle sera égale au moment dipolaire de la liaison sur la distance interatomique. Notons que lors du calcul de la charge partielle, nous devons absolument convertir le moment dipolaire qui est en Debye en coulomb-mètre en multipliant par 3,33 10 puissance au moins 30 et que nous devons convertir la distance interatomique en mètres en multipliant par 10 puissance moins 10. Comme cela, toutes les unités sont dans le même système. Nous obtenons donc la charge partielle en coulombs. Le chlore porte donc la charge de moins 2,873 10 puissance moins 20 coulombs et l'hydrogène porte la charge de plus 2,873 10 puissance moins 20 coulombs. Comme dans une liaison covalente polarisée, il y a apparition de charges sur les atomes liés, donc cette dernière présente un caractère ionique partiel. Pour calculer ce dernier, nous utilisons la formule suivante. Il est égal au moment expérimental sur le moment théorique que multiplie 100. Le moment expérimental est égal à la charge partielle fois la distance interatomique et le moment théorique est égal à E fois D. Donc on suppose que tout l'électron est déplacé vers l'atome le plus électronégatif. Donc c'est égal à la charge partielle sur la charge de l'électron fois 100. Appliquons maintenant le calcul du CIP pour la liaison HCl. Le CIP sera donc égal à la charge partielle sur E
fois 100, donc il sera égal à 17,58%. C'est-à-dire que la liaison HCl est une liaison covalente qui présente un caractère ionique de 17,58%. Notons que plus le caractère ionique partiel s'approche de 100, plus la liaison va être ionique. Et plus le caractère partiel est proche de 0, donc la liaison est covalente. Passons maintenant au moment dipolaire d'une molécule. Pour une molécule contenant plusieurs liaisons polaires, le moment dipolaire de la molécule est la résultante des vecteurs moments dipolaires de chacune des liaisons. Mais attention, il faut absolument, pour déterminer la résultante de ces vecteurs, tenir compte de la géométrie des molécules. Prenons un premier exemple, celui de la molécule H2O. La structure de Lewis de cette molécule est celle-ci. En se basant sur la théorie VSEPR, le groupe d'appartenance de H2O est AX2E2. Nous avons deux liaisons sigma OH et nous avons deux doublés sur l'atome d'oxygène. Donc la molécule est une molécule coudée ou angulaire ou V inversée. Nous allons représenter la molécule en tenant compte de sa géométrie et de l'angle alpha entre les liaisons OH. Il est de 105 degrés. Les hydrogènes étant moins électronégatifs que l'oxygène, ils porteront la charge plus delta, alors que l'oxygène portera la charge partielle moins 2 fois delta, puisqu'il est lié à deux hydrogènes. Nous avons donc deux moments dipolaires mu de OH orientés des hydrogènes vers l'oxygène. Pour calculer le moment dipolaire de la molécule, c'est-à-dire le moment résultant de ces différents moments de liaison, nous allons représenter d'une manière simple les vecteurs mu de OH. Le moment dipolaire de la molécule H2O coupe l'angle alpha en deux. Nous allons donc utiliser le cosinus alpha sur 2 pour déterminer le moment de H2O. Donc le cosinus alpha sur 2 est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent est mu de H2O sur 2 et l'hypoténuse est mu de OH. Donc, nous obtenons que le mu de H2O, c'est-à-dire le moment dipolaire de la molécule H2O, est égal à 2 fois mu de OH cosinus alpha sur 2. Comme mu de OH est égal à 1,535 de Bay, donc mu de H2O est égal à 1,868 de Bay. Il est différent de 0, donc la molécule est polaire. Comment savoir qu'une molécule est polaire ou pas? Nous avons vu dans l'exemple de l'H2O que nous pouvons calculer le moment dipolaire de la molécule en se basant sur la géométrie de cette dernière. Mais nous pouvons également déterminer le moment dipolaire d'une molécule exclusivement par la géométrie de cette dernière. Il faut d'abord savoir qu'une molécule est polaire si elle possède d'abord des liaisons polarisées et si le moment dipolaire de la molécule est non nul, c'est-à-dire si la résultante des différents vecteurs moments de liaison est différente de 0. Passons à quelques exemples, commençons par la molécule CO2. La structure de Lewis de cette dernière est celle-ci. Le groupe d'appartenance de cette molécule est AX2 selon la théorie VSEPR. La molécule est donc linéaire. Les oxygènes sont plus électronégatifs que le carbone, donc ils vont porter la charge partielle moins delta, alors que le carbone portera la charge partielle plus 2 fois delta. Nous avons donc deux moments dipolaires mu de CO, de part et d'autre du carbone, orientés du carbone vers les oxygènes. La résultante de ces deux vecteurs
est nul, vu que nous avons deux vecteurs de même intensité et opposés. Ils sont sur la même ligne, vu que l'angle alpha dans une molécule linéaire est de 180 degrés. La molécule est donc apolaire. Remplaçons un des oxygènes par le soufre et nous obtenons la molécule COS. La structure de Lewis de cette dernière ressemble à celle du CO2, puisque le soufre a la même configuration électronique externe que l'oxygène. Le groupe d'appartenance est toujours AX2 et la molécule est aussi linéaire. Nous avons le soufre qui est également plus électronégatif que le carbone, donc lui aussi portera une charge partielle négative, que nous noterons delta prime, vu que le soufre a une électronégativité différente de celle de l'oxygène, il va attirer différemment le nuage électronique de la liaison. Le carbone, lui, portera donc la charge plus delta et plus delta prime. Nous avons donc le moment dipolaire mu de CS et celui de la liaison CO. Mu de CS est donc différent de mu de CO. Donc, la résultante mu de COS sera différente de 0 et la molécule sera polaire. Continuons avec quelques exemples. Prenons la molécule BH3. La représentation de Lewis de cette dernière est celle-ci. Le groupe d'appartenance selon la théorie VSEPR est AX3, vu que nous avons trois liaisons sigma BH. La molécule est donc triangulaire plane. Représentant la molécule correctement en respectant l'angle entre les différentes liaisons BH qui est de 120 degrés. Les hydrogènes étant plus électronégatifs que le bore, ils porteront la charge partielle moins delta, alors que le bore portera la charge plus 3 fois delta. Donc nous avons trois vecteurs moment dipolaire mu de BH orientés du bore vers les hydrogènes. La résultante de ces trois vecteurs sera calculée en deux étapes. D'abord, nous allons faire une première résultante entre deux vecteurs mu de BH qui sera calculée grâce à l'expression établie pour la molécule H2O. Donc mu1, donc première résultante sera égale à 2 fois mu de BH cosinus alpha sur 2. Comme alpha égale à 120 degrés et que donc le cosinus de 60 est n demi, mu1 sera égal à mu de BH. Il est donc de même intensité que le mu de BH restant et de sens opposé. Donc la résultante des deux sera égale à 0. La molécule est donc apolaire. Enfin, prenons l'exemple de la molécule NH3. La représentation de Lewis de cette dernière est celle-ci. Nous avons le groupe d'appartenance qui est AX3E1 puisqu'il y a trois liaisons sigma NH et un doublet non liant sur l'atome d'azote. La molécule est donc une pyramide à base triangulaire. Nous allons la représenter plus correctement de cette manière. Nous avons une liaison NH sur le plan, le doublet de l'azote qui est également dans le même plan, mais qui ne sera pas pris en considération pour la géométrie de la molécule. Nous avons un doublet, plutôt une liaison NH qui est en avant de ce plan et une dernière liaison NH qui est à l'arrière de ce plan. Les hydrogènes étant moins électronégatifs que l'atome d'azote, ils porteront la charge plus delta, alors que l'azote sera chargé moins 3 fois delta. Nous avons donc trois vecteurs moment dipolaires mu de NH orientés des hydrogènes vers l'azote. La résultante de ces vecteurs sera représentée ici. Elle est obtenue en faisant d'abord la résultante entre deux vecteurs mu de NH et ensuite avec le dernier vecteur mu de NH restant. Donc le vecteur mu de NH3 est différent de 0, donc la molécule est polaire. Voilà, c'est terminé pour les liaisons chimiques. Nous nous retrouverons bientôt pour d'autres vidéos concernant cette fois-ci la thermodynamique chimique. Au revoir et à bientôt.